OK. Alors, bienvenue tout le monde. Merci d'être présent en si grand nombre. Mon nom est Tamarie Langlais et je suis conseillère scientifique dans l'équipe changement climatique de l'Institut national de santé publique du Québec. C'est cet institut qui organise cette série de webinaires avec l'appui financier du Plan pour une économie verte du gouvernement du Québec. Ces webinaires visent à diffuser des connaissances acquises par l'Institut et ses partenaires sur les impacts sanitaires des changements climatiques et sur les mesures d'adaptation possibles. Il s'agit aussi d'une occasion de réseautage entre le milieu de la recherche, les acteurs de la santé publique et d'autres parties prenantes qui sont en mesure de contribuer concrètement à l'adaptation au changement climatique. La présentation d'aujourd'hui va nous permettre de découvrir un modèle intégré qui comprend une vingtaine d'actions et d'interventions pour soutenir la santé mentale et sociale des personnes exposées aux risques ou à la survenue d'événements météo extrêmes. Donc, c'est un outil dont l'utilité est sûrement appelée à s'accroître dans le temps, étant donné que la fréquence et la sévérité de ce type d'événements risquent d'augmenter, comme en témoignent, par exemple, les inondations qui frappent actuellement la Colombie-Britannique puis la Nouvelle-Écosse. La présentation va durer environ 35 minutes et elle sera suivie d'une période de questions. Par défaut, vos caméras et vos micros sont fermés, donc je vous demanderai, s'il vous plaît, d'écrire vos questions dans la fenêtre de clavardage. Le webinaire sera enregistré et il sera déposé sur la chaîne YouTube et sur le site web de l'INSPQ. Il sera donc possible de visionner le webinaire en différé et de le relayer dans votre réseau de contacts. Donc, sans plus tarder, il me fait plaisir de vous présenter nos deux conférencières, Lily Lessard et Audrey Lafont. Lily Lessard est professeure titulaire au département des sciences de la santé de l'Université du Québec à Rimouski depuis 2008. Elle est aussi chercheure au Centre de recherche du CIS Chaudière-Appalaches et co-titulaire de la chaire interdisciplinaire sur la santé et les services sociaux pour les populations rurales, dont l'acronyme est le CIRUS. Lily est infirmière et elle détient un doctorat en santé communautaire avec spécialisation en organisation des services de santé de première ligne en milieu rural. Dans ses recherches, elle s'intéresse notamment à la capacité d'adaptation des systèmes de santé et des populations à faire face à de grands défis de société, comme les changements climatiques et plus récemment la pandémie. Elle y aborde la santé mentale comme une richesse individuelle et collective à préserver et à protéger. Audrey Lafont, maintenant, c'est une travailleuse sociale qui a cumulé plusieurs années de pratique clinique auprès des individus et des familles en situation de vulnérabilité. Elle détient un savoir d'expérience en santé mentale au sein du réseau public des services de santé et des services sociaux, en collaboration avec les partenaires du milieu. Elle est agente de recherche et de transfert de connaissances pour la chaire CIRUS et elle a travaillé à l'élaboration de la trousse d'outils pour réduire les impacts psychosociaux des populations touchées par des événements météorologiques extrêmes, donc la trousse qu'on va vous présenter aujourd'hui. Et elle a travaillé aussi à son adaptation pour créer une boîte à outils intersectorielle pour réduire les impacts de la pandémie sur la santé mentale. Donc, Lily et Audrey, sans plus tarder, je vous cède la parole. Lily. Merci beaucoup, Tamarie. Donc, je vais faire le partage d'écran. Merci de m'indiquer si tout fonctionne bien. Oui, tout fonctionne bien. Très bien. Donc, merci. Donc, je suis Lily Lessard. Je vais commencer la présentation. Je vais laisser ensuite la présentation à Audrey, qui va poursuivre avec la présentation de la trousse, qui va vous faire une visite guidée, en fait, de la trousse web. Donc, à qui s'adresse le webinaire? On l'a vraiment créé pour des personnes qui sont susceptibles de travailler de près ou de loin, que ce soit de terrain ou de plus loin, avec des personnes qui sont soit touchées, qui sont à risque de l'être, par des événements météorologiques extrêmes. On a l'objectif du webinaire, c'est vraiment un objectif de familiarisation avec, d'une part, les impacts sur les changements climatiques, les changements climatiques sur la santé mentale, et d'autre part, de différentes interventions qui peuvent être déployées pour la protéger et soutenir l'adaptation psychosociale des communautés. Le plan de la présentation, on va faire un petit retour, en fait, une petite visite plutôt des événements météorologiques extrêmes, des changements climatiques et leur lien avec la santé mentale. Je vais ensuite vous parler du projet ARICA, qui est le projet dans le cadre duquel la trousse a été développée, donc qui comportait plusieurs volets, dont le volet de développement de la trousse. Ensuite, quelles sont les méthodes et les principes qui ont guidé le développement de la trousse, en fait, puis des interventions qu'on retrouve à l'intérieur. Je vais passer
passer la parole à Audrey qui poursuit avec le survol de quelques interventions à vous présenter, puis on va terminer avec une période d'échange de questions également, de commentaires. Donc, les événements météorologiques extrêmes, comme peut-être plusieurs d'entre vous savez, les changements climatiques, c'est attendu. En fait, on parle beaucoup d'anxiété, d'éco-anxiété de plus en plus, d'anticipation. Je ne sais pas si plusieurs d'entre vous, lorsqu'on regarde la télé ces temps-ci, on voit les images de Colombie-Britannique ou des maritimes. Actuellement, on se compte un peu chanceux là, d'être au sec dans les circonstances, mais ça amène un phénomène d'anticipation, de dire, bon, on l'a vécu, ça fait pas si longtemps et on sait que ça va se reproduire. La solastalgie, qui est un effet qui serait plus au niveau de la déprime associée avec les changements environnementaux qui sont autour de nous, l'éco-anxiété plus associée à un stress, en fait. Puis du stress, des fois, aussi savoir qu'est-ce qu'on peut faire actuellement pour intervenir ou arrêter ça. Ce qu'on sait avec les changements climatiques, c'est que les événements et météo extrêmes, ils s'en produisent depuis longtemps, depuis tout le temps, mais ils risquent d'être plus récurrents, d'en avoir plus souvent, donc d'être de plus grande intensité et surtout d'être imprévisibles. Entre autres, on pense à des régions qui ont connu ou qui connaissent régulièrement, par exemple, des inondations ou des vagues de chaleur, mais où ça va survenir à des moments, alors qu'on parlait souvent de crues printanières, mais là, qui peuvent survenir à des moments qui sont moins habituels, comme à l'automne ou pendant l'hiver. Il y a également les changements climatiques, toutes les mesures d'atténuation. On parle de réduction de GES, mais d'adaptation aussi, entre autres au niveau du territoire. On a vu et on voit encore actuellement dans la lignée des inondations de 2019 des maisons qui sont détruites, des nouvelles cartes de zones inondables aussi qui amènent de l'anxiété. Et on n'est pas nécessairement prêt. On est prêt lorsque la rivière sort de son lit ou qu'il y a une vague de chaleur, mais lorsque c'est au niveau des mesures d'adaptation qui peuvent amener des stress importants sur les populations, il y a peu de mesures en fait qui se déploient actuellement. Au niveau des communautés là, pour prévenir les impacts au niveau de la santé mentale. Et on s'attend également que le changement climatique a une augmentation et une amplification des inégalités de santé sociale et environnementale, bien sûr. Rapidement, pour faire un lien, ce qu'il faut retenir de ce schéma-là, c'est qu'on peut avoir des impacts directs des changements climatiques, ce qu'on pense aux grandes catastrophes là, qui en découlent, mais aussi on a beaucoup d'impacts indirects, en fait, des changements climatiques sur la santé mentale. Notamment, on peut avoir des impacts au niveau des impacts sociaux, des impacts économiques qui, eux, vont entraîner, en fait, des impacts sur la santé mentale à plus long terme, même chose, en fait, pour les impacts physiques qui sont vécus. Ici, c'est un schéma qu'on a adapté de Hayes et Hall, en fait. Ce qu'on indique, c'est qu'on a les déterminants socio-économiques, déterminants environnementaux aussi de la santé et les différents types. Aléas, en fait, c'est des événements, mais dans ce cas-ci, on va parler d'événements météo extrêmes. Donc, ils vont venir amener des impacts sur la santé mentale. Je vais vous en présenter quelques-uns et eux qui vont susciter les interventions. Et on a plusieurs facteurs d'influence, en fait, qui vont venir modifier ou influencer, en fait, soit ces impacts-là ou encore les interventions qu'on met en œuvre. On pense notamment au niveau de littératie des populations, l'accessibilité, les communications, les informations aussi, d'avoir accès en temps réel à une information juste. La formation préalable du personnel de santé, le sentiment d'appartenance. On parle beaucoup de capital, de cohésion sociale, donc dépendamment des termes utilisés, mais le fait d'avoir une grande solidarité, sentiment d'entraide au niveau d'une communauté, des cohérences culturelles, le niveau de préparation des communautés, qui va avoir un effet en fait sur la santé mentale, mais également sur les interventions qui vont se mettre en œuvre. Pour ces impacts-là, on vous présente, en fait, c'est dans le cadre d'une revue littérature, on a regardé, dans le projet ARICA, on a regardé les impacts, en fait, par rapport à des événements météo extrêmes. On s'était concentré dans le projet ARICA sur des régions non métropolitaines. Ça teinte un peu
notre regard aussi. Mais bien, on a les phénomènes, comme on parlait, d'anxiété, sur la nostalgie, on parle même de stress pré-traumatique dans certains écrits d'anticipation. On a le petit éclair rouge lorsque survient l'événement. Ensuite, on va vivre à très court terme des grands stress. Il y a de la désorientation, mais il y a des gens qui vont, la hardiesse en fait, qui vont se retrousser les manches, qui vont aider. Puis il y avoir du découragement, de la colère. Et on va parler plus de symptômes à ce moment-ci, de troubles mentaux. Souvent, les problèmes de santé mentale, on va les voir arriver vraiment dans les mois qui suivent, les semaines et les mois qui suivent. Puis ça concorde avec le moment où que les ressources dédiées à la gestion de la catastrophe ou du désastre, en fait, se sont retirées. On n'a plus nécessairement l'attention médiatique. On peut avoir, nous, on a regardé des petits milieux. Souvent, les intervenants eux-mêmes avaient été touchés, en fait, par ces événements-là. Mais ça repose également sur leurs épaules. Le système, des fois, d'une société qui a été fragilisée. Donc, ces impacts santé mentale-là peuvent se dessiner dans le temps. On a même vu des études, dont certaines qui avaient été réalisées par Daniel Maltais du CAC avec les inondations de 1996 au Saguenay, qui notait des différences là, presque 7-8 ans plus tard. Donc, ici, c'est une étude plus récente de Généreux et Hall, en fait, sur les inondations de 2019. Donc, 8 à 10 mois après les inondations, les auteurs ont pu mesurer, en fait, ont regardé au niveau des différentes conditions de santé mentale. Donc, là, on est vraiment dans un état plus consolidé de troubles mentaux ou de problèmes de santé mentale. Donc, de documenter davantage de stress post-traumatique, de détresse, des troubles anxieux et dépressifs, en fait, chez la population, là, ceux qui ont été directement inondés, ceux qui ont été perturbés également, donc peut-être pas directement touchés par l'aléa, mais dont les activités ont été perturbées ou touchées, et ceux qui étaient non affectés, dont on voit quand même une différence très notable au niveau de ces inondations. Je vous présentais plutôt les liens directs, indirects, santé mentale, changement climatique, impacts sociaux, impacts santé physique, ce qui amène à présenter la santé mentale souvent comme un indicateur important de progrès au niveau des mesures d'adaptation accomplies. Donc, ce qu'on dit, c'est que la santé mentale, souvent, elle arrive en bout de continuum. Si on observe les impacts santé mentale, c'est possiblement qu'on a failli au niveau de l'atténuation pour réduire les changements climatiques, qu'on a failli au niveau de l'adaptation, donc, où on a failli à corriger des impacts au niveau social, des impacts au niveau de la santé physique qui ont été vécus. Donc, souvent, la santé mentale arrive en bout de continuum. Donc, c'est ce qui nous amène, en fait, à présenter la santé mentale comme un indicateur d'intérêt. Les populations qui sont reconnues comme particulièrement vulnérables, on parle des enfants, personnes âgées, les personnes ayant une situation de maladie chronique, les personnes à faible revenu ou sans logement, personnes handicapées, celles qui vivent en fait ou dont les activités économiques ou même de loisirs vont être touchées aussi par les événements météo extrêmes. Et ceux qui habitent les régions nordiques, en fait, qui sont aux premières loges où on sait que le nord se réchauffe à une vitesse plus grande que les latitudes moins nordiques et qui vivent les changements climatiques et qui voient ça depuis plusieurs années, qui vient impacter en fait leur mode de vie traditionnel, donc qui sont très vulnérables. Donc, c'est une photo malheureusement récente, très récente des évacuations. Donc, ça touche en fait toutes les familles, ça touche les enfants aussi. Donc, on pourra en parler si des personnes intéressées à ça qui sont présents aujourd'hui. Donc, ça nous amène, tous ces impacts-là, à parler d'adaptation, d'atténuation. En fait, il y a deux choses qu'on peut faire. On a entendu beaucoup parler avec la COP26 à Glasgow. Dans le fond, si on veut réduire les impacts des changements climatiques, il faut travailler à atténuer, en fait, réduire nos gaz à effet de serre pour les réduire. Mais je crois qu'on n'entend peut-être pas suffisamment parler de l'adaptation parce que les changements climatiques sont observables actuellement, ils sont présents, ils vont arriver. Donc, on ne parle pas beaucoup encore d'adaptation des populations, des sociétés, pas suffisamment, surtout pas au niveau psychosocial. Donc, au niveau de l'adaptation, on parle d'une définition
général ici au niveau des changements climatiques, d'un ajustement des systèmes naturels ou humains en réponse à des stimuli climatiques présents ou futurs et à leurs effets afin d'atténuer les effets néfastes ou les impacts, d'exploiter des opportunités aussi bénéfiques de cette adaptation. Lorsqu'on a cherché une définition d'adaptation psychosociale, ça s'est avéré beaucoup plus compliqué, puis on n'en a pas trouvé, en fait, pour les changements climatiques. Donc, elle, ici, c'est une construction entre différentes sources, dont celle de l'Ordre des travailleurs sociaux du Québec, où on présente l'adaptation psychosociale face au changement climatique comme un processus continu en constante évolution, et ça l'implique d'une part des composantes psychologiques, mais d'autre part également des composantes sociales qui influencent les réactions, la préparation face à l'adversité des impacts liés au changement climatique, incluant les changements chroniques et les désastres. Donc, on s'est tricoté une petite définition maison pour les besoins de la cause. Donc, je vais vous parler du projet ARICA, dans le fond, qui était justement sur qu'est-ce qu'on fait, dans le fond, ça s'adorait quoi la réponse au changement climatique actuellement, si on veut préserver, si on veut réduire les effets, les impacts psychosociaux sur les individus et les communautés. On s'était concentré sur l'Est du Québec, on voulait aller dans des régions non métropolitaines, devant le constat un peu qu'on avait peu de données, en fait, surtout au Québec, là, les concernant. Donc, l'objectif principal du projet ARICA, qui s'est terminé en 2020, était de fournir des solutions concrètes d'adaptation au changement climatique pour les communautés et les individus pour réduire les vulnérabilités psychosociales dans des événements climatiques ou météorologiques extrêmes et de les soutenir dans un processus de rétablissement d'un état psychologique ou social antérieur à la vie. Donc, c'est vraiment un projet qui se fonde sur la notion de rétablissement. Donc, on va vous en reparler. Le financement était dans le cadre du plan d'action sur les changements climatiques 2013-2020 du gouvernement du Québec et on a bénéficié du soutien scientifique d'Ouranos et de l'Institut national de santé publique du Québec. Donc, l'équipe de recherche était très interdisciplinaire, très intersectorielle aussi. On avait des chercheurs, mais on avait également des utilisateurs de connaissances, on avait des gens qui étaient en sécurité civile, on avait vraiment des gens de différentes orientations du secteur de la santé, plus des sciences naturelles aussi ou des sciences sociales. Donc, et c'était mené, j'ai eu la chance de mener avec Geneviève Brisson-Gallemand-Picard. Donc, le projet ARICA, c'était 4 volets. Le premier était une revue systématique des impacts et des facteurs de des facteurs de vulnérabilité aux événements météorologiques extrêmes dans un contexte non métropolitain. Ensuite, on est allé voir sur le terrain dans le cadre de 4 études de cas pour valider est-ce que les résultats qu'on avait retrouvés dans la littérature vont trouver une résonance pour le Québec. Et il y avait un 3e volet aussi qui était la trousse qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc, c'était de faire un tour d'horizon de ce qui existe actuellement en termes d'intervention pour réduire les impacts psychosociaux des événements météorologiques extrêmes. Et finalement, il y a également une grille de caractérisation des vulnérabilités psychosociales qui a été créée à l'attention des petites municipalités s'ils souhaitent faire un autodiagnostic, en fait, de leur vulnérabilité psychosociale. Donc, ça a été produit dans le cadre et le rapport et les annexes se retrouvent sur le site d'Ouranos. Pour vous dire les principaux besoins qui ont été identifiés dans les volets 1 et 2, donc la revue systématique et les études sur le terrain, c'est de renforcer les actions lors des phases de prévention et de rétablissement. Si on va le voir, dans le fond, on était fort en phase d'intervention, mais en amont et en aval de l'événement, c'était beaucoup moins bien structuré, en fait. Les rôles n'étaient pas toujours bien définis nécessairement. Ensuite, on avait un besoin de miser sur des facteurs de protection, donc de donner du sens à l'expérience. Des gens qui avaient vécu l'expérience avaient l'impression qu'ils pouvaient donner au suivant pour contribuer à une meilleure adaptation. Il fallait accroître la préparation des populations, favoriser une plus grande cohésion sociale aussi, qui est un important facteur de protection qui a été mis en évidence. On a le souhait également de développer des résiliences, que ce soit les personnes, les familles, les communautés, mais également les systèmes de santé et de services sociaux et les autres systèmes dans notre communauté, dans la société. Il y avait également d'accroître l'intégration des approches. On a vu plusieurs silos, en fait, donc le besoin de travailler ensemble, de développer des actions, des approches intersectorielles et finalement d'utiliser des approches scientifiquement reconnues aussi.
Donc, tout ça a guidé le développement de la trousse. Donc, je vous parle brièvement avant de laisser la parole à Audrey qui va vous montrer le produit final. Donc, on a fait un inventaire dans un premier temps de ce qui existait en termes d'intervention clinique et communautaire. Donc, c'est important. Nous, on voulait des interventions qui peuvent être mises en œuvre par des gens qui ont une spécialisation un peu plus en santé mentale, mais on voulait vraiment des choses aussi au niveau du terrain, puis des individus, des familles et de la population. Donc, il y a 61 types d'interventions qui ont été identifiés dans un premier temps. On a retenu, en fait, 18 d'entre elles sous la preuve scientifique, dans le fond, ou encore, soit qu'il y avait eu des études qui avaient été réalisées qui démontraient des effets, ou encore, souvent, c'était sous des consensus d'experts. Donc, ils recommandaient les interventions. On a ajouté aussi à ça une intervention qu'on a entendu beaucoup parler sur le terrain et pour laquelle il y a certaines réserves au niveau de la littérature, mais on a dit, on entend suffisamment parler pour la mettre dans la trousse, qui est le débriefing, en fait, psychologique. On pourra peut-être en parler s'il y en a qui ont des questions. Donc, on l'a rajouté à la trousse, mais comme intervention à faire attention. Puis, on a aussi 2 interventions à suivre pour lesquelles il y a des études en cours qui nous semblaient intéressantes. On dit on va les regarder évoluer, il y a peut-être quelque chose, donc on va peut-être grossir le corpus éventuellement. Et on a soumis ensuite un comité de validation de 32 personnes, qui nous a permis d'ajouter 2 nouvelles interventions. On nous a mis sur la piste de 2 nouvelles interventions pour un total de 23 contenus dans la trousse. Pour la validation, dans le fond, on a envoyé le matériel. La trentaine de personnes venaient vraiment de différents secteurs, des groupes de recherche psychosociale. On avait des gens du ministère de la Santé et des Services sociaux, d'intervention psychosociale en contexte d'urgence, santé des jeunes, des enfants, les milieux scolaires, municipalités, MRC, des organismes communautaires, des organismes de bassin versant, en fait, qui se retrouvent souvent, des spécialistes de l'eau, là, qui se retrouvent souvent avec ces enjeux à discuter de santé mentale, en fait. Des personnes en travail social, psychologie, sciences infirmières, médecine d'urgence, psychiatrie, qui proviennent des sciences cliniques et de la santé publique, la santé communautaire en général. Un autre élément, en fait, qui est important, qui est un principe de base, c'est qu'on s'est fondé sur un modèle de soins par étapes. Un modèle de soins par étapes, ce que ça nous dit, c'est que la majorité, en fait, des personnes vont bénéficier d'interventions qu'on dit de faible intensité, donc qui peuvent être déployées par la personne elle-même. Donc, d'aller puiser dans nos propres sources, nos propres compétences et connaissances, ou auprès de notre famille ou nos proches ou au niveau de la communauté. Donc, la majorité vont bénéficier de ce type d'approche et ça va être suffisant dans les circonstances. Et d'autres personnes vont avoir besoin de services de première ligne santé mentale offerts dans le réseau de la santé et de services sociaux ou des organismes communautaires qui se spécialisent en fait dans ce domaine-là. Et on a des interventions plus spécialisées là, qui vont, dans le fond, c'est une minorité ou une plus petite portion de la population qui va avoir besoin de ce type d'intervention. Donc, je vais revenir à ce modèle-là. Vous allez voir au niveau de la trousse, l'information est organisée un peu en ce sens. Un des éléments aussi qui était très important en fonction des besoins qui avaient été vus dans les volets précédents, c'était de développer le pouvoir d'agir des personnes et des communautés. Donc, on a souhaité dans la trousse démocratiser la santé mentale, les actions et les interventions. Donc, on va dire que c'est tout le lot de référer à des professionnels, mais de dire qu'il y a des choses qui peuvent être faites par monsieur, madame, tout le monde et bien fait et qui peuvent suffire dans certaines circonstances. Donc, on veut renforcer le pouvoir d'agir des personnes, des familles, des communautés. Il y a plusieurs actions accessibles dans la trousse que c'est possible de mettre en œuvre sans formation préalable nécessairement. Et par contre, il y a aussi des interventions spécialisées qui requièrent une formation plus poussée, mais on les a présentées dans la trousse, surtout dans une idée, pas pour devenir un guide pour les gens qui ont des formations poussées en santé mentale, mais plus pour la compréhension du grand public. De dire, OK, bon, on m'a recommandé une thérapie cognitivo-comportementale, c'est quoi ça? Donc, plus dans cette optique. On a également respecté les phases de la sécurité civile. Donc, je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, mais souvent, on va parler des mesures de prévention
On est beaucoup dans la construction de compétences, réduire le risque aussi. Ensuite, il y a la préparation devant l'imminence, la survenue d'un événement météo extrême et l'intervention, en fait, qui suit généralement ou qui se produit pendant, à la suite de l'événement. Et il y a toute la période de rétablissement, puis on a vu tantôt que ça peut être très, très long, en fait, lorsqu'on parle de santé mentale. Et nous, on l'a transformé un petit peu, ce schéma-là, en ressortant, en fait, la prévention, en disant non, c'est peut-être plus au niveau de la santé mentale, ça devrait davantage être quelque chose qui s'effectue en continu. Donc, il y a des compétences, des habiletés, des capacités qui doivent être travaillées en continu au niveau de la prévention, que surviennent ou non, en fait, des événements. Donc, on a ressorti cet élément-là pour en venir finalement à la vision intégrée qu'on voulait présenter avec la trousse. Donc, je n'irai pas dans le détail parce qu'Audrey va le faire, je lui laisse la parole dans quelques secondes. Mais si on voit, on a le bleu, en fait, qui sont les interventions au niveau de la population, individus. On a dans le jaune, ce qui est plus l'intervention première ligne santé mentale, souvent faire dans le réseau de la santé et des services sociaux. Et le tout petit orange dans le milieu, dans le fond, on a les interventions spécialisées là, qui sont offertes par des ressources spécialisées. Et ce qu'on voit, en fait, c'est qu'il y a plusieurs interventions qui peuvent être démarrées, par exemple, dans la phase d'intervention qui vont se poursuivre au niveau du rétablissement. Et même du rétablissement, on va se servir du rétablissement souvent pour mieux se préparer pour la suite. Donc, sans plus tarder, je vais cesser mon partage d'écran, puis je vais laisser la parole à Audrey. Audrey, est-ce que ça va de ton côté? Oui, pardon, Lily. Alors, bonjour à tous. Ça me fait plaisir de pouvoir vous présenter une petite visite guidée du site web dont Lily parlait. Donc, là, ici, on arrive sur la page d'accueil. Vous voyez bien? Tout va bien pour le partage d'écran? Oui? D'accord. Donc, si on arrive sur la page d'accueil, puis on voit, je vais y aller vraiment assez rondement là aujourd'hui, surtout pour vous permettre de vous familiariser avec le site, puis que vous sachiez un peu comment repérer les interventions qui vous intéressent finalement par la suite. Donc ici, on a la pyramide du modèle de soins par étapes que Lily vous a présenté. Nous, ici, on la représente de façon circulaire pour être vraiment en phase avec les différentes phases de la sécurité civile, le nouveau schéma avec la prévention en continu. Donc ici, chaque palier est cliquable. Si vous cliquez sur un niveau, vous allez arriver sur les différentes options d'action et d'intervention à ce niveau-là. Et ici aussi, chaque phase est cliquable. Donc, vous pouvez vous retrouver soit en cliquant directement ici ou également en haut dans le menu déroulant, niveau de service et phase. Puis, la figure circulaire que Lily vous présentait, on la retrouve également ici. Donc, ça, c'est une figure, je dirais, qui prend quand même quelques minutes à intégrer ou à comprendre. Il y a quand même beaucoup d'informations sur cette figure-là. C'est le cœur, finalement, de la trousse qui est représenté dans cette figure-là, à la fois les interventions par niveau de service et par phase. Puis, elles sont toutes écrites, les interventions qu'on retrouve. Moi, je vais aller vous montrer quelques-unes d'entre elles. On va y aller par phase aujourd'hui. On va en voir quelques-unes dans chaque phase. On va commencer par la prévention. Je vais juste passer un peu ici. Donc, on voit qu'on a 5 interventions. Chaque image correspond à une intervention, finalement. Une fiche qu'on appelle. On a fait des fiches simplifiées. Puis, on peut aller, par exemple, sur renforcer le soutien social. Ici, on peut voir, pardon, je vais juste diminuer ça. Ici, on peut voir, à chaque fiche, c'est les mêmes informations qui sont visuellement disponibles de cette façon-là. Les fiches sont structurées de la même façon. On voit toujours les personnes visées, quand l'utiliser, qui la met en œuvre et est-ce qu'on a besoin d'une formation pour appliquer cette intervention-là. Dans ce cas-ci, on n'en a pas besoin. Puis, elle est accessible à tout le monde. Ensuite, on a 3 options pour aller chercher les informations dans les fiches
qu'est-ce que c'est? Ici, on a une brève définition de l'intervention. Puis, c'est quoi la nature de l'intervention finalement? Puis, qu'est-ce que les études en disent? Qu'est-ce qu'on sait au sujet des bénéfices du soutien social? Ensuite, comment faire? Ici, on retrouve les différentes actions qu'on peut mettre en œuvre. Donc, on a essayé dans comment faire. Je vais vous montrer un petit peu plus loin là, ce qu'on y retrouve, mais on peut retrouver, c'est ce qu'on a essayé de traduire finalement de façon la plus concrète possible pour différentes personnes et les ressources pertinentes. Donc ici, le soutien social, ce que c'est le fait d'être bien entouré, finalement, peut augmenter sa capacité à faire face à un événement difficile. Le soutien social peut nous aider à nous adapter à une catastrophe en fournissant un soutien émotionnel, un soutien matériel, puis un soutien informationnel aussi. Fait qu'on va chercher des informations. Quand on a un bon soutien social, on peut en donner aussi. Et quand on va dans comment faire, ici, les actions sont divisées par catégorie de personnes. Donc, selon si vous êtes un individu et famille, vous avez différentes options ici. Initier le contact avec les personnes, formuler clairement une demande d'aide, créer des occasions pour rencontrer de nouvelles personnes, participer à des activités sociales, s'impliquer au sein de notre communauté. Vous avez aussi différentes actions pour les communautés. Formuler une entente claire entre les membres de voisinage, par exemple, pour confirmer l'engagement de s'entraider. Ça a l'air assez simple, lu comme ça, sauf que quand on y pense, ça peut quand même faire une différence pour des personnes vulnérables, des personnes plus isolées, de savoir qu'il y a déjà une entente avec les membres du voisin du quartier, de savoir que, bon, ben, si jamais une catastrophe arrive, je vais savoir vers qui me tourner. Donc, c'est différentes options comme ça là, qui sont disponibles dans cet onglet-là, dans le comment faire. Vous avez accès aussi aux références. Hein, je n'irai pas là, vous montrer toutes les références aujourd'hui, mais si on clique sur cet onglet-là, vous avez vraiment toutes les références détaillées que vous pouvez retrouver ici par numéro. Puis, dans ressources pertinentes, c'est ici qu'on a déposé là, des ressources québécoises qu'on trouvait les plus pertinentes, qu'on a divisées aussi par différentes catégories. Donc, il y avait des ressources qui s'adressaient à tout le monde. On les a mis pour tous. Des ressources pour aider à renforcer le soutien social, des ressources qui s'adressent plus aux municipalités. Ici, on a une ressource pour les gestionnaires du réseau. Fait que si vous voulez jeter un coup d'œil rapide, vous pouvez regarder tout de suite, OK, y a-t-il des ressources pour moi si je suis gestionnaire? Oh oui, il y en a une ici. Fait que ça peut aider un peu le repérage. Maintenant, si on continue dans la phase de prévention, il y a une intervention aussi, agir pour l'environnement et la santé mentale. Cette intervention-là, c'est celle qui comporte en fait des mesures d'atténuation. C'est la seule là, dans la trousse qui comporte quelques actions qui peuvent avoir un impact sur l'atténuation au niveau des changements climatiques, des gaz à effet de serre, parce que ça a été démontré que agir pour l'environnement, oui, peut être bénéfique pour l'environnement, mais en même temps, peut avoir des impacts positifs sur la santé mentale, peut aider à diminuer la crainte, diminuer le sentiment d'impuissance et l'anxiété associée au changement climatique. Donc, c'est pour ça qu'ici, dans cette fiche-là, on parle de co-bénéfices. Puis, vous pouvez aussi avoir différents exemples pour les individus, les familles, les communautés, les municipalités aussi. Puis, on vous a mis différents exemples d'initiatives aussi communautaires et de politiques en faveur de l'environnement. Et également plusieurs ressources en faveur de l'environnement qui font des actions très, très inspirantes. Ensuite, si je vais dans la phase d'intervention, on retrouve encore là quand même plusieurs interventions. Ici, le débriefing psychologique dont Lily vous parlait. Ça, c'est l'intervention qui est à considérer avec prudence. C'est pour ça qu'elle est en rouge. Si on va vers les premiers secours psychologiques en cas de désastre, je vais vous montrer cet exemple-là. C'est une intervention de base en relation d'aide qui n'est pas exclusive aux professionnels de la santé mentale. Ça nous donne des outils pour savoir comment agir face à une personne en détresse.
C'est une approche qui est recommandée aussi par plusieurs experts au niveau international, comme l'Organisation mondiale de la santé, la Fédération internationale de la Croix-Rouge. Son but, c'est de réduire la détresse psychologique et de favoriser les capacités d'adaptation des personnes touchées. C'est une intervention qui s'applique dès les premiers instants, son nom le dit, premier secours, dès les premiers instants d'un désastre d'envergure populationnelle, mais également ça peut s'appliquer plusieurs mois après, tout dépendant de la durée, de la gravité de l'événement. Quand il y a des moments critiques, par exemple, s'il y a eu une inondation, puis 1 an plus tard, il y a des démolitions de maisons, ça peut être tout aussi pertinent d'utiliser cette approche-là en soutien là, aux personnes. Puis, ça peut être offert en présence ou à distance. Nous, on a eu quand même beaucoup de demandes dans le contexte de la pandémie. Il y avait différentes organisations qui nous demandaient des informations sur cette approche-là. Puis, on a créé là, une formation asynchrone là, de 45 minutes sur les premiers secours psychologiques en contexte de pandémie. On a également donné cette formation-là, premiers secours psychologiques en contexte de désastre, plus récemment auprès de la Société d'habitation du Québec, volet sécurité civile, entre autres. Donc, si vous voulez en savoir plus au sujet de cette approche-là, vous allez dans ressources pertinentes, puis vous avez accès à différents guides qui ont été faits, puis des différents organismes aussi qui offrent des formations. Parce que nous, ce qu'on offre, ce n'est pas une formation complète, là. Une formation complète sur les premiers secours peut durer 1 journée. Nous, on offre un aperçu des composantes essentielles. Donc, voilà pour les premiers secours psychologiques. Aussi, je voulais attirer votre attention sur une intervention ici, les interventions psychosociales en contexte de sécurité civile des CIS et des CIUS. En fait, ça, c'est une fiche d'intervention qui est issue de la formation provinciale sur l'intervention en contexte de sécurité civile. C'est une formation qui est offerte par le CREP, le Centre de recherche appliquée en intervention psychosociale, qui forme des formateurs régionaux qui peuvent offrir cette formation-là dans les différentes régions pour les intervenants psychosociaux. Par contre, c'est une formation qui est réservée aux intervenants psychosociaux du réseau de la santé et des services sociaux. Ça permet d'accroître les connaissances, les compétences des différents intervenants sur les stratégies d'intervention à mettre en place auprès d'une population touchée par un sinistre. Et on trouve pertinent que d'autres personnes, même que les intervenants du réseau, soient au courant que ce type d'intervention-là existe. Ça peut aider dans la définition et la compréhension des rôles de chacun quand survient un événement d'envergure populationnelle ou un événement météorologique extrême. Par exemple, il y a 3 types d'interventions qui sont utilisées dans le cadre de cette approche-là: l'intervention psychosociale immédiate, l'intervention psychosociale transitoire et l'intervention psychosociale de rétablissement. Donc, il y a vraiment, quand on clique là, sur chaque module ici, on peut avoir accès à de quoi ça parle exactement, qu'est-ce qui est fait dans ce type d'intervention-là. Donc, ça peut aider aussi à comprendre le vocabulaire qui est utilisé par les intervenants psychosociaux en situation de sécurité civile. Puis, si je vais vous montrer la phase de rétablissement, soutenir les répondants, les bénévoles et les intervenants. Encore là, avec l'augmentation des événements météorologiques extrêmes, ça augmente le stress vécu chez les répondants. Ils sont exposés à l'événement traumatique, ils aident les autres en situation de crise, travaillent souvent de longues heures dans un environnement difficile. Donc, oui, la formation en amont est nécessaire, mais également le soutien aux intervenants dans les phases d'intervention et de rétablissement, c'est nécessaire également. Puis c'est un soutien ici qu'on dit qui peut être offert par des bénévoles, par un superviseur, des bénévoles formés en amont, un superviseur ou des professionnels de la santé mentale. Donc ici, pour les communautés, les intervenants de la santé et des services sociaux,
vous avez plusieurs exemples d'actions qui peuvent augmenter le soutien ou accroître le soutien pour les répondants, qui est vraiment essentiel parce qu'ils sont également considérés comme une population à risque. Et la phase de préparation, accroître le niveau de préparation. Hein, la préparation est très importante. Si on est mieux préparé, on peut mieux faire face à l'événement, donc mieux s'adapter après. Face à une catastrophe, c'est un facteur de protection. La préparation, c'est un facteur de résilience aussi. Donc, comment faire? On a différentes options encore là pour accroître le niveau de préparation. Ici, je vous montre l'exemple avec les communautés et les municipalités. Connaître les populations les plus vulnérables sur son territoire, informer les membres de la communauté au sujet des impacts possibles d'une catastrophe, de l'importance de s'y préparer, se renseigner auprès d'autres communautés qui ont vécu une situation semblable pour aider à ajuster des éléments du plan de préparation. Ici, pour les professionnels du réseau, prévoir en amont des événements un plan de rétablissement qui cible les populations vulnérables, intégrer les intervenants qui auront été impliqués pendant la situation de crise dans le plan de rétablissement. Donc, ça revient un peu au soutien aux répondants, comme je vous parlais tout à l'heure. Donc, et vous avez aussi différentes ressources pertinentes, différents sites web et différentes formations accessibles pour accroître le niveau de préparation. Donc, ça fait un peu le tour là, de ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. La trousse inclut aussi, ici, on aurait pu aller chercher les interventions par niveau de service, mais à ce moment-là, c'est toutes phases confondues. Donc là, je suis dans personnes, familles et communautés. Je voulais vous dire aussi que la trousse inclut aussi des interventions pour les enfants, les jeunes, les familles. Donc, on a développé la résilience en milieu scolaire, puis écouter, aider les enfants et les jeunes à retrouver leur bien-être psychologique. Donc, je n'aurai pas le temps d'aller vous montrer les détails de ces interventions-là, mais sachez qu'elles sont présentes là, dans la trousse. Donc, voilà, je fais cesser le partage d'écran pour retourner avec Lily. Bon, bien. Merci, Audrey. Oui, on a peut-être 2 diapos. On va les prendre. On a vu les questions, mais peut-être juste pour terminer rapidement. Donc, on a c'est ça, c'est 20 interventions appuyées scientifiquement. Ça permet de situer les interventions dans les différentes phases des événements météorologiques extrêmes et les niveaux de service. On vous laisse doter de balises de vocabulaire commun, en fait, pour améliorer le bien-être collectif. Et on a tenté de faire des liens entre l'intervention, le rétablissement et la préparation pour donner beaucoup du sens à l'expérience qui est vécue par ceux qui vivent, en fait, ces événements-là. Et il y a également, on peut mettre de l'avant l'importance de l'action préventive en continu qui doit soutenir le développement, la résilience des communautés, le développement des compétences des individus des communautés. En conclusion, on pourrait dire que la trousse, en fait, peut favoriser l'adaptation psychologique et sociale des personnes, des familles, des communautés au contexte de changement climatique, notamment pour les événements météorologiques extrêmes, en permettant, en fait, d'accroître les savoirs, mais également les savoir-faire, en fait, en soutenant le développement des compétences, comme on mentionnait. Donc, on vous laisserait là-dessus. Peut-être, j'ai vu, il y avait plusieurs questions dans le chat. Tamari. Donc, on vous laisserait la suite. Puis, merci beaucoup de votre attention, tout le monde. Merci beaucoup à vous deux. C'est effectivement très intéressant. Ça a généré beaucoup de questions. Je vais vous les lire, même si vous les avez déjà vues, pour le bénéfice de ceux qui revoient le webinaire en rediffusion. Est-ce qu'il existe des ressources, des outils, des revues de littérature ou des exemples d'interventions de prévention d'éco-anxiété ou de solastalgie? Donc, par exemple, intervention auprès des enfants, des adolescents et des adultes, en lien avec les changements climatiques en général, et non seulement là, spécifiquement liés aux inondations.
Audrey en a présenté quelques-uns. Vous allez retrouver, entre autres, auprès, peut-être de sélectionner la fonction pour atteindre les interventions qui sont au niveau de la population en général. Il y a des interventions qui s'adressent aux enfants, dans un premier temps, au niveau de la résilience des écoles. C'est sûr qu'on a parlé beaucoup d'inondations, mais c'est tout événement météo. Puis, au niveau de la solastalgie, l'éco-anxiété, en fait, le fait de s'impliquer auprès de pour réduire les impacts sur l'atténuation des gaz à effet de serre, protéger son environnement et contribuer, connu comme une action qui peut contribuer à les réduire. Audrey, je ne sais pas s'il y a d'autres choses que dans la trousse qu'on pourrait dire. En fait, ce que je pourrais rajouter, c'est ça. Peut-être je ne l'ai pas mentionné, mais c'est ça, comme tu dis, Lily. Dans la fiche, là, agir pour l'environnement et la santé mentale, c'est aussi, ça s'adresse aussi aux enfants. C'est recommandé d'inclure les enfants dans les actions pro-environnementales aussi, là, de les sensibiliser également. Ça peut les aider à diminuer leur crainte, diminuer leur anxiété aussi. Merci. Une autre question. En fonction de vos recherches et revues de littérature, quelles sont les juridictions au Canada ou dans le monde qui sont les plus avancées en termes de stratégie d'adaptation au changement climatique en lien avec la santé mentale? Je peux dire l'Australie en premier lieu. En fait, une grande partie des camps théoriques qu'on utilise, la littérature, des études empiriques, il y a certaines études projets aussi, interventions prometteuses actuellement sont en essai du côté de l'Australie. La Californie aussi, entre autres avec un ouvrage absolument essentiel, je pense, qui est l'ouvrage de Susan Clayton, réalisé en collaboration avec la PA, en fait. On pourra peut-être le déposer, là, mais qui est un guide de pratique sur changement climatique, santé mentale. Donc, c'est vraiment un incontournable, je pense, qui est au niveau de la Californie. Beaucoup de littérature qui provient de la Californie. On commence à avoir la littérature aussi du côté du Canada. Avec un groupe Santé Canada, au niveau il y a Katie Hayes de Santé Canada, notamment, qui écrit beaucoup sur le sujet, qui a fait des revues de littérature, dont on commence à avoir des écrits empiriques. Puis on souhaite, en fait, nous aussi, contribuer à rendre le Québec chef de file dans ce domaine. Donc, voilà. Merci. Les personnes peuvent nous contacter si des fois ils ont des besoins précis par rapport à ça. Là, ça va nous faire plaisir de leur répondre. Merci. Une autre question. Est-ce qu'il existe des données sur les coûts envisagés pour les gouvernements des impacts des changements climatiques sur la santé mentale? Donc, les coûts financiers, les coûts économiques envisagés pour l'impact des changements climatiques sur la santé mentale. Il y a Ouranos qui s'intéresse beaucoup à quantifier les coûts actuellement. Je ne sais pas au niveau de la santé mentale si... je sais qu'il y avait un désir de le faire. Ça je ne sais pas où ils sont rendus. Nous avait même approché à un moment donné. Là. On n'était pas assez avancé dans nos études pour ça. Mais j'irai voir du côté d'Ouranos. Ou sinon, ils ont des économistes aussi, une équipe d'économistes. Je ne sais pas s'il y en a, peut-être, s'il y en a qui en connaissent d'autres, utiliser le chat pour nous mettre sur la piste. OK. OK, une autre question. Est-ce que le projet ARICA et les différentes ressources disponibles ont été et ou seront diffusées pour les intervenants de santé mentale des CIS et CIUS et du communautaire? Je suis en santé publique au CISO. J'imagine que ces infos seraient pertinentes pour nos collègues de la direction santé mentale qui sont appelés à soutenir la population lors de ME, exemple, inondations, tornades, etc., en Outaouais. Audrey, veux-tu y aller? Je vais poursuivre. Oui, tout à fait. En fait, avec la pandémie, on s'est retrouvés finalement au cœur de la pandémie, nous aussi. Puis, on a même adapté là, la trousse que je vous ai présentée tout à l'heure. Voilà, merci. On a adapté la trousse d'outils en contexte d'événements météorologiques extrêmes. Au contexte de la pandémie, on a réalisé que plusieurs interventions présentes avaient un potentiel d'être transférables au contexte de la pandémie. On est allé vérifier dans la littérature si c'était vraiment le cas. Puis,
On a cette boîte à outils-là qui a été rendue disponible là, à l'automne 2020. Puis, on s'est principalement concentré, puis la demande était vraiment, on était vraiment au cœur des vagues, au cœur de la pandémie. Les gens ne pensaient plus vraiment, je pense, au changement climatique, ou en tout cas, ce n'était pas au premier plan dans la dernière année ou la dernière année et demie. Fait on a fait beaucoup de présentations de cette boîte à outils-là en contexte de pandémie, mais maintenant, la pandémie n'est pas totalement finie, mais on s'en va vraiment plus là, vers un plan de diffusion pour la trousse en contexte d'événements météorologiques extrêmes. Puis, oui, effectivement, c'est dans nos objectifs de présenter aux différents CIS et CIUS parce que ça inclut des interventions pour la communauté, pour le grand public, mais aussi pour les services de première ligne. Puis, je pense que c'est également pertinent que les intervenants en première ligne soient au courant aussi d'options d'intervention au niveau communautaire également, justement pour que les interventions soient plus intégrées. Donc, absolument. Puis peut-être d'ajouter, on a été contacté, notre équipe, dans le cadre de ce qui se passe en Colombie-Britannique, entre autres par Radio-Canada français. Là-bas. Puis, ça a été très facile. On a parlé des premiers secours psychologiques et dire, regardez, vous avez tout ce qu'il faut là-dedans. Et on a vu vraiment un pic de consultation, mais le fait de l'avoir consigné dans un site web, je pense que ça peut... c'est pas des modes de diffusion nécessairement très traditionnels en recherche, en fait, parce qu'on est une équipe de recherche, nous, à la base. Mais on voit un grand potentiel. Donc, s'il y a des besoins, on peut répondre, mais il y a beaucoup d'éléments dans la trousse déjà, je pense, qui peuvent être utilisés par les gens de la santé publique. Les rapports du projet ARICA sont sur le site d'Ouranos. Donc, vous pouvez les consulter. Je pourrais les mettre dans le chat. Là, j'ai cherché tout à l'heure. Ils ne sont peut-être pas faciles à trouver, mais on pourra. Mais on a également, on travaille actuellement à une diffusion plus grand public que les rapports scientifiques. Donc, ça pourra nous faire plaisir. Vous avez qu'à nous contacter. On pourra vous mettre sur la piste là, du matériel. Voilà. Merci. Il y a quelqu'un dans le chat, Jolène Labbé, qui a répondu par rapport à la question sur les coûts économiques des impacts sur la santé mentale, que l'Institut canadien pour les choix climatiques aurait peut-être des données à ce niveau. Donc, je vous pose une autre question. Est-ce que la trousse a déjà été utilisée lors d'un EME, phase intervention et rétablissement? Avez-vous prévu de faire une évaluation du projet pour estimer les retombées suite à ces EME? Ça serait super. On est en recherche de financement pour le faire. Elle a été utilisée beaucoup dans le cadre de la pandémie, mais effectivement, il faudrait le faire. Comme je vous dis, au-delà de Colombie-Britannique, ça nous a permis de l'envoyer rapidement. Écoutez, c'est prêt. On ne sait pas de quelle façon elle est utilisée. Lorsque vous allez sur le site, par contre, il y a un questionnaire qui va s'afficher, savoir si vous trouvez l'information utile. Nous, c'est super important pour la bonifier. Mais effectivement, ça serait la suite de pouvoir en faire l'expérimentation. Le projet ARICA étant fini, là, c'est de trouver un financement en fait, pour y parvenir, mais ce serait certainement d'un grand intérêt. Et pour continuer à la faire vivre, en fait, aussi, la bonifier, l'améliorer, c'est une première version. Donc, puis la recherche évolue rapidement, comme vous savez. Là. Donc, c'est certainement un désir. C'est bien. Une autre question, est-ce que des liens avec le réseau des éclaireurs pourraient être considérés? Oui, tellement. Oui, on travaille avec eux autres. En fait, ça va me permettre de parler d'une initiative que je trouve qui est vraiment très intéressante ici dans la région de Chaudière-Appalaches, du réseau des éclaireurs, effectivement. Ce sont des ressources qui sont dédiées au rétablissement psychosocial. Puis on a vu dans le rétablissement, ce n'est pas si évident. Et tout ce qui se met en place dans le cadre du réseau des éclaireurs serait tellement important et utile à conserver pour faire face aux défis des changements climatiques. On serait prêt en amont parce que là, on le voit, c'est super intéressant, mais ça prend beaucoup de temps à se déployer, le réseau des éclaireurs. Donc, moi, j'espère vraiment fortement qu'on va pouvoir conserver ça au Québec longtemps, tout le temps. Des gens dédiés au rétablissement, des citoyens dédiés au rétablissement. Ici, il y a une vigie psychosociale qui se met en œuvre aussi autour du mouvement des éclaireurs, qui donne plein de possibilités, en fait, pour mieux nous préparer au changement climatique. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens du ministère de la Santé qui sont là, mais vous avez quelque chose en place qui mérite, en fait, qui va nous aider à faire face à ce nouveau défi de changement climatique. Donc, je souhaite profondément que ça soit maintenu.
que ça se déploie, que ça prenne le temps de le faire. Mais, effectivement, merci pour la question. Une autre question, toujours tournée vers l'avenir. Prévoyez-vous une phase d'accompagnement des différents acteurs ciblés, comme les municipalités et les organismes communautaires, pour qu'ils intègrent vos recommandations et utilisent vos outils? Votre projet pourrait même orienter des plans d'action. Oui, absolument, oui. En fait, comme vous voyez, je pense que ça pourrait être une suite, en fait, logique du projet. On a d'autres projets, dont la suite du projet ARICA, qui est un projet qui est financé actuellement par Santé Canada, qui vise à doter 2 régions du Québec actuellement, qui sont Chaudière-Appalaches et Bas-Saint-Laurent, d'un plan d'action pour réduire les impacts psychosociaux des changements climatiques. On a utilisé le matériel d'ARICA et la trousse fait partie de la boîte à outils du plan d'action. Donc, oui, on aurait beaucoup d'intérêt. Contactez-nous. On va être heureux de voir ce qui est possible de faire aussi. Mais on est rendu au stade de disséminer le tout et de s'assurer de l'appropriation par les parties prenantes. Une question sur les femmes enceintes. Connaissez-vous des interventions qui s'adressent aux femmes enceintes? On connaît l'impact qu'a eu la crise du verglas sur les bébés du verglas suite aux recherches de Mme Susan King de l'Université McGill. Oui, on les connaît, les travaux. Mme King avait assisté à une première présentation qu'on avait faite de la trousse. Il y aurait un désir, en fait, d'ajouter ces éléments-là à la trousse, mais comme on mentionnait, nous, on est une équipe de recherche. Je ne sais pas si vous êtes au courant de la situation de la recherche. On a une recherche, un budget pour faire un projet. On a créé la trousse, en fait, puis le projet, le financement est terminé. Mais on doit trouver, en fait, une façon de financer la mise à jour et l'ajout des travaux de Mme King serait tout à fait le bienvenu là-dedans. Mais c'est ça, ça nous prend des ressources pour le faire. Actuellement, c'est notre chaire de recherche santé, services aux populations rurales qui soutient, entre autres, avec la contribution d'Audrey, qui est agent de transfert de connaissances au niveau de la chaire. Mais c'est nous qui soutenons là, avec pas beaucoup de moyens. Mais je pense que l'idée, c'est de la faire connaître, diffuser, puis éventuellement la pérenniser. Donc, puis l'introduire dans les plans d'action, absolument. Parfait. Une question encore, est-ce qu'une traduction en anglais est disponible ou prévue? Encore là, avec le financement, ça serait important, on aimerait ça le faire. OK. Oui, on a traduit, la seule chose qui est traduite, en fait, c'est la figure circulaire. Mais les interventions ne le sont pas. Par contre, dans les ressources qu'Audrey montrait, il y en a plusieurs. Il y en a quelques-unes en anglais. Il y en a quelques-unes en anglais, mais c'est vraiment la minorité. Là. Oui, puis on a mis l'accent peut-être pour l'avoir en français. Là. Oui. Mais oui, ça serait bien de pouvoir la traduire effectivement pour les populations anglophones dans la province, effectivement. OK. Eh bien, merci. On va devoir arrêter de prendre des questions parce que le temps est presque terminé. Par contre, il y a certaines questions que, en fait, je encourage tous les participants à aller explorer le site web. Vous allez trouver la réponse à certaines de vos questions, comme est-ce que vous visez les municipalités avec cette trousse? Est-ce qu'il y a des trousses d'intervention au EME en dehors de celle sur la santé? Non, ça, il n'y en a pas, par contre, mais c'est bon. Et donc, il y a beaucoup de félicitations. Dans le chat, beaucoup de remerciements. Je pense que les gens ont trouvé ça très intéressant. Donc, je vous remercie infiniment d'avoir accepté de prendre ce temps pour venir nous présenter cette trousse. Excusez-moi. Donc, c'est ça. Donc, pour plus de détails, allez consulter le site du projet ARICA. Il y a Abigail qui va mettre dans le clavardage l'adresse. Ça a déjà été mis d'ailleurs. Je crois. Et vous trouverez aussi dans le chat l'adresse de Mon Climat, Ma Santé, l'adresse courriel. Si jamais vous voulez aussi recevoir là, donc, des invitations, la programmation complète pour les prochains webinaires, vous pourrez nous écrire à cette adresse-là. Donc, c'est ça. Donc, le prochain webinaire, justement, aura lieu le 16 décembre prochain sur l'heure du midi. Puis, on va faire un tour d'horizon de tout ce que la santé publique peut faire pour favoriser l'adaptation au changement climatique. Donc, encore merci à nos 2 conférencières pour ce webinaire tellement intéressant. Merci infiniment Lily et Audrey. Et à la prochaine. Merci.